Les ballons lavande flottaient dans un ciel bleu parfait tandis que je me dirigeais vers la fête prénatale de ma meilleure amie. 20 ans d'amitié avec Colette m'avaient appris ses secrets. La légère courbe de ses lèvres pour cacher quelque chose. L'inclinaison experte de sa tête pour attirer l'attention. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent. Faux point, mon mari Bennett l'a également senti. Son médecin a observé des mouvements que d'autres n'ont pas remarqués. Quand sa main a serré la mienne et qu'il a murmuré, « Il faut qu'on y aille maintenant ». J'aurais dû l'écouter. Au lieu de ça, je l'ai repoussé, inventant des excuses comme je le faisais toujours pour Colette. Ce n'est qu'à mi-chemin qu'il a prononcé les mots qui allaient briser les fondations de ma plus vieille amitié. 3 mots simples que je refusais de croire. Ce que j'ignorais alors, c'était la profondeur de la tromperie, ni ce que cela me coûterait de découvrir enfin la vérité sur la personne que je croyais connaître mieux que quiconque. Je me suis garé dans l'allée circulaire de la maison de banlieue de Colette, le gravier crissant sous nos pneus. La maison était drapée de douces banderoles lavande et crème, avec des grappes de ballons dansant dans la douce brise printanière. Des voitures étaient alignées des deux côtés de la rue, plus que je ne l'aurais cru pour ce que Colette avait décrit comme une fête intime. On dirait que la moitié de la ville est venue, a dit Bennett à côté de moi, en ajustant son col. Il avait été inhabituellement silencieux pendant notre trajet, ses mains serrant le volant un peu trop fort. Vous savez ? Colette, répondis-je. Elle n'a jamais rien fait à moitié. Mon mari hocha la tête, mais quelque chose dans son expression semblait bizarre. Bennett était habituellement le papillon social entre nous, celui qui se liait d'amitié avec les inconnus, les files d'attente aux caisses et se souvenait du nom des animaux de compagnie de nos voisins. Aujourd'hui, il avait l'air attentif. « Tu vas bien ?» demandai-je en posant ma main sur son avant-bras. « Bien », dit-il avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Juste fatigué par cette double garde. Je laissai passer. Le travail de Bennett à l'hôpital le laissait souvent épuisé, et je ne voulais pas commencer la baby shower de Colette par une dispute. Nous remontâmes l'allée manucurée jusqu'à la porte d'entrée, les bras chargés d'un panier cadeau rempli de grenouillères en coton bio, de livres pour enfants et d'une couverture faite main que j'avais tricotée ces 3 derniers mois. La porte s'ouvrit avant que nous puissions frapper. Sarah. Colette poussa un cri aigu, les bras tendus. Ma meilleure amie se tenait devant moi, radieuse dans une longue robe rose pâle qui lui tombait sur le corps. Ses cheveux blonds étaient coiffés en vagues lâches, une couronne de fleurs perchée au sommet de sa tête. Son maquillage était impeccable, mettant en valeur ses yeux bleus vifs et ses joues roses. Elle semblait tout droit sortie d'un magazine de grossesse sur papier glacé, le genre de ceux où les mannequins avec un faux ventre vendent le rêve du bonheur maternel. « Tu es magnifique », dis-je en tendant le panier cadeau à Bennett pour que je puisse la serrer dans mes bras. Colette me tenait à bout de bras, son corps légèrement incliné vers l'extérieur. « N'écrase pas la petite, dit-elle en riant, se tapotant le ventre. J'ai remarqué qu'elle arborait fièrement son ventre rond, mais quelque chose dans sa façon de le toucher semblait pratiqué, presque théâtral. On ne voudrait pas ça. J'ai souri, essayant d'attirer le regard de Bennett, mais il scrutait la pièce derrière Colette, le regard méthodique. L'entrée s'ouvrait sur un espace de vie transformé. Des compositions florales lavande ornaient chaque surface. Un photographe professionnel circulait dans la foule, capturant des instants spontanés. Dans un coin, un barman préparait des cocktails sans alcool et des mimosas sur un comptoir en marbre. Une enseigne lumineuse brillait sur le mur du fond. C'est une fille en lettres roses cursives. C'est génial. J'ai respiré, scrutant tout. Colette, ça a du coup. Ne vous inquiétez pas pour ça. Elle m'interrompit en me faisant un signe de la main dédaigneux. La plupart provenaient de dons. Les gens ont été si généreux. Bennett haussa légèrement les sourcils, mais resta silencieux. Tout Alaric, le mari de Colette depuis 3 ans, s'approcha avec 2 coupes de champagne, grand et anguleux, avec des cheveux noirs qui commençaient à se dégarnir. Il entendit une à Bennett. Pour ceux d'entre nous qui n'étaient pas enceintes, plaisanta-t-il, son accent britannique coupant les mots. Félicitations, dit Bennett en trinquant. Première paternité. Un grand changement arrive. Le plus grand, approuva tout Alaric, même si son regard se posa brièvement sur Colette. Quelque chose passa entre eux, un regard que je ne pus déchiffrer. Sarah. Une voix familière appela de l'autre côté de la pièce. Opel se fraya un chemin à travers la foule, ses cheveux bouclés rebondissant à chaque pas. Derrière elle suivait Sierra et Gage, mon ancien cercle du lycée à nouveau au complet. Ça fait une éternité,
s'exclama Sierra en me serrant dans ses bras. Sa silhouette élancée était drapée dans une robe bohème, des taches de peinture visibles sous ses ongles malgré ses efforts évidents pour les nettoyer. 6 mois, ce n'est pas une éternité, ai-je ri. Dans le temps d'une artiste, c'est une éternité, a-t-elle rétorqué. Opel se tenait en retrait, nous observant avec le regard analytique qu'elle avait développé depuis qu'elle était thérapeute. Comment va le centre de conseil, Sarah? Toujours aussi occupé, ai-je répondu. Tu sais comment c'est. Tout le monde a besoin de parler. Gage s'attardait en bordure de notre cercle, les mains dans les poches. Le petit frère de Colette avait pris ses traits depuis le lycée. Il n'était plus le garçon dégingandé qui glissait des mots dans mon casier quand il pensait que personne ne regardait. Content de te voir, a-t-il dit, les yeux s'attardant un peu trop sur les miens. Toi aussi, ai-je répondu, soudain consciente que Bennett observait notre interaction. Colette a applaudi. Maintenant que Sarah est là, je peux vous montrer la maquette de la chambre d'enfant. Le designer a terminé les rendus hier. Elle nous a fait monter à l'étage, discutant de peinture bio et de bois récolté de manière durable. Bennett m'a emboîté le pas, ses doigts effleurant les miens. Tu as remarqué quelque chose, a-t-il murmuré. Comme quoi, ai-je demandé à voix basse. Il a secoué la tête. Peu importe. À plus tard. La deuxième chambre avait été transformée en une vision dans des tons roses et crème doux. Un lustre en cristal était suspendu au-dessus d'un berceau sculpté à la main. Les murs étaient ornés d'une fresque peinte à la main représentant une forêt. Fantaisiste avec des cerfs et des lapins. Un fauteuil moelleux trônait dans un coin, à côté d'une bibliothèque déjà remplie de classiques pour enfants. C'est magnifique, a halté Sierra. Absolument. J'ai acquiescé, même si une question me taraudait. Ce niveau de luxe semblait en contradiction avec les goûts habituels de Colette et Olalaric et leur budget. Olalaric travaillait dans l'édition et Colette dirigeait une petite association à but non lucratif. Cette chambre à elle seule a probablement coûté plus cher que ce qu'ils avaient gagné en 3 mois. La majeure partie a été offerte par des fournisseurs qui soutiennent l'initiative pour la santé maternelle, a expliqué Colette comme si elle lisait dans mes pensées. Ils veulent mettre en avant leurs produits. C'est pratique, remarqua Opel, le scepticisme de sa thérapeute transparaissant. Le sourire de Colette se crispa presque imperceptiblement. C'est du réseautage, le meilleur. Tandis que les autres admiraient le papier peint personnalisé, je remarquai Bennett debout dans l'embrasure de la porte, son téléphone à la main. Il prenait des photos de la pièce, zoomant sur des détails précis. Lorsqu'il me surprit à l'observer, il rangea rapidement l'appareil. En bas, la fête battait son plein. On jouait, on remplissait des cartes de conseil et les cadeaux s'empilaient sur une table qui semblait gonfler sous leur poids. Pendant tout ce temps, Bennett restait en retrait, observant, envoyant des textos, son charme habituel introuvable. Pendant une accalmie dans les festivités, je le coinçai près de la table des boissons. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Rien, dit-il, mais son regard continua de scruter la pièce. Je suis juste fatigué. Tu n'arrêtes pas de dire ça, mais tu agis bizarrement. Tu n'as presque parlé à personne, soupira-t-il en passant une main dans ses cheveux noirs. Je suis désolé. J'ai juste remarqué des choses qui ne collent pas. Avant que je puisse insister davantage, le photographe a demandé une photo de groupe. Nous nous sommes placés autour de Colette, qui s'est placée au premier plan, les mains sur son ventre comme s'il contenait le trésor le plus précieux du monde. Pendant que le photographe comptait à rebours, Bennett a reculé, son attention attirée par quelque chose ou quelqu'un de l'autre côté de la pièce. Il a plissé les yeux et a ressorti son téléphone, tapant rapidement. J'ai suivi son regard vers un homme debout près de la table des cadeaux. Un homme d'âge mûr, cheveux poivre et sel, portant des lunettes. Il observait Colette avec une expression que je n'arrivais pas à définir. Inquiétude, confusion. Qui est-ce, ai-je murmuré à Sierra. Elle a haussé les épaules. Peut-être un collègue d'Alaric ou un ami de la famille. La séance photo s'est terminée et la mère de Colette a pris le devant de la scène. Patricia Whitman était une femme formidable, ses cheveux blonds coupés en un carré sévère encadrant ses traits chirurgicalement retouchés. Quand Colette m'a annoncé qu'elle attendait enfin un enfant, Patricia a commencé, vert au ciel. J'ai repensé à tout le silence que nous avions enduré, à toute cette attente. Cette petite fille est vraiment une bénédiction après un long silence. La salle a éclaté en applaudissements. À côté de moi, Bennett s'est raidi. Il faut y aller, a-t-il dit brusquement, d'une voix basse mais pressante.
Et maintenant? On ne peut pas partir au milieu de Sarah. Ses doigts ont enroulé mon poignet, ferme mais sans douleur. Son regard a plongé dans le mien avec une intensité qui m'a surprise. Crois-moi, il faut y aller. Bennett, c'est la baby shower de ma meilleure amie. Je ne peux pas. Je t'expliquerai dans la voiture. Il m'a interrompu. S'il te plaît. Quelque chose dans son ton, pas de la panique, mais une certitude absolue, m'a fait céder. Je me suis rapidement excusé auprès de Colette, invoquant une urgence hospitalière. Elle a fait la moue, mais a accepté mon excuse, me faisant promettre que nous déjeunerions bientôt. Alors que nous roulions, le ballon lavande encore visible dans le rétroviseur, je me suis tourné vers Bennett. J'espère que ça va être bien. Ses jointures étaient blanches sur le volant. Ce n'est pas bien, Sarah. Ce n'est pas bien du tout. Le silence dans notre voiture était physique, comme un troisième passager coincé entre nous. Bennett conduisait avec une précision mécanique, les yeux rivés sur la route. Dehors, le soleil printanier peignait tout de couleurs joyeuses qui semblaient se moquer de la tension grandissante. « Tu vas me dire de quoi il s'agit » ai-je finalement demandé, brisant le silence. Ou devrais-je juste deviner? La mâchoire de Bennett se serra. Laisse-moi une minute pour trouver comment dire ça. Dire quoi? Que tu m'as embarrassé devant tous ceux qui comptent pour moi. Que tu m'as sorti de la baby shower de ma meilleure amie comme si on fuyait une scène de crime? Il n'a pas répondu. Il a juste actionné son clignotant avec une force inutile alors que nous nous engagions sur l'autoroute. Bennett, j'ai réessayé, plus doucement cette fois. Quoi que ce soit, dis-le-moi. Il expira lentement, les épaules retombant, pas avant la moitié du chemin. J'ai besoin que tu sois concentrée, pas distraite par la circulation. Tu me fais peur. Je suis désolé. Il tendit la main par-dessus la console pour me serrer la main. Ce n'était pas mon intention. Nous roulâmes en silence pendant encore 15 minutes. Le paysage suburbain céda la place à la campagne. Passé le cap à mi-chemin, un panneau rouillé annonçant un restaurant fermé depuis longtemps. Bennett parla enfin. Colette n'est pas enceinte. Je le fixai du regard, attendant la chute. Comme rien ne venait, j'éclatai de rire. Un petit rire incrédule. De quoi parles-tu? On était juste à sa baby shower. J'ai vu son ventre. Tu as vu quelque chose? Acquiesça-t-il, la voix cliniquement détachée. Mais ce n'était pas une grossesse de 7 mois. C'est dingue. Je me tournai sur mon siège pour lui faire face. Je connais Colette depuis qu'on a 6 ans. Je pense que je saurais si elle simulait une grossesse. Et toi? Ses yeux se posèrent brièvement sur les miens avant de se concentrer à nouveau sur la route. À quand remonte la dernière fois où tu lui as touché le ventre? La question fit l'effet d'une claque. J'ouvris la bouche pour répondre, puis la refermai. Je repensais à chaque interaction avec Colette au cours des derniers mois. Le dîner d'annonce, la fête de révélation du sexe, les virées shopping pour les vêtements de maternité. À chaque fois, il y avait eu des câlins, mais toujours obliques, toujours brefs, toujours contrôlés. Elle n'aime pas qu'on lui touche le ventre, dis-je sur la défensive. Beaucoup de femmes enceintes n'aiment pas ça. C'est pratique. Arrête, ai-je rétorqué. C'est ridicule. Tu ne peux pas croire que Colette fait semblant. À quoi bon? Bennett soupira. L'homme à la table des cadeaux. C'était le docteur Nathaniel Harmon. Il est obstétricien à mon hôpital. Alors peut-être que c'est son médecin. Non. Il travaille exclusivement à Merci Général. Colette va au centre médical Saint-Élisabeth. Tu me l'as dit toi-même quand elle a fait son annonce. J'ai froncé les sourcils. Peut-être qu'elle a changé de médecin. Sarah. La voix de Bennett était douce maintenant. Il m'a reconnu. Nos regards se sont croisés et il a semblé inquiet. Profondément inquiet de quoi? Je ne sais pas exactement, mais après ça, j'ai entendu Alaric au téléphone dans le couloir, près des toilettes. Les mains de Bennett se sont à nouveau crispées sur le volant. Il a dit, et je cite, « Elle commence à y croire elle-même. Il faut accélérer les choses. » Un frisson m'a parcouru. Ça aurait pu être n'importe quoi. Alors, explique-moi les rapports médicaux que j'ai vus au bureau de Colette la semaine dernière, alors qu'on les aidait à déménager des meubles. Tu fouillais dans leurs papiers. J'étais horrifié.
Ils étaient sur le bureau. Des analyses de sang, Sarah. Non compatibles avec une grossesse. Tu n'avais aucun droit. Je suis médecin. Je sais ce que j'ai vu. La colère m'a envahi. Brûlante et sur la défensive. Et alors? Tu crois que c'est un canular élaboré? Que ma meilleure amie se promène avec un faux ventre en faisant semblant d'être enceinte. Tu vois comme c'est fou? Plus que fou, a-t-il acquiescé. Peut-être pathologique. C'est ça, ai-je balbutié, cherchant mes mots. C'est de la jalousie. Tu as toujours été bizarre avec mon amitié avec Colette. Le visage de Bennett s'est durci. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Depuis notre mariage, tu fais des commentaires sur le temps que je passe avec elle, sur le fait qu'elle appelle trop tard, sur le fait qu'elle a toujours besoin de quelque chose parce qu'elle est manipulatrice. Sa voix s'éleva pour la première fois. Elle se sert de toi, Sarah. Elle l'a toujours fait. Gare-toi. Ma voix était glaciale. Quoi? Gare-toi. Bennett a guidé la voiture sur le bas-côté, la mettant en stationnement, mais laissant le moteur tourner. Nous sommes restés assis dans un silence chargé. Le doux bourdonnement de la climatisation, le seul bruit. Je ne veux pas me battre, a-t-il finalement dit. Je te dis ce que j'ai observé parce que je m'inquiète pour toi, pour elle-même. Je me suis retourné pour regarder par la fenêtre, luttant contre les larmes. Tu as tort. J'espère que oui. Sa voix était douce maintenant. Mais réfléchis Y vraiment. Quand a-t-elle annoncé? Janvier. C'était il y a 7 mois. Son corps a-t-il changé comme celui d'une femme enceinte? Pas seulement son ventre, son visage, ses chevilles, son poids global. J'ai pensé à Colette sous la douche. Ses bras fins, sa mâchoire marquée, ses chevilles fines dans ses talons à bride. Les femmes enceintes faisaient de la rétention d'eau. Elles prenaient du poids au visage. Leur corps avait changé, pas seulement leur ventre. Elle a toujours été mince, disais-je chaque semaine. Elle ne boit pas d'alcool sur prescription médicale. Pas de nausées matinales. L'avez-vous déjà entendu parler de nausées matinales? Aversions alimentaires, maux de dos. Moi non. La grossesse de Colette avait été, selon ses propres dires, presque magique. Pas de symptômes, pas d'implant. Et cette chambre d'enfant, continua Bennett. Tout est encore emballé. Rien n'est assemblé, presque comme pour le spectacle. Arrête. Je me suis bouché les oreilles, enfantine. Arrête, tout simplement. Il se tut, attendant lentement, à contre-cœur. Je me laissais méditer ses observations. La façon prudente dont Colette se positionnait sur les photos. Comment elle semblait ne jamais avoir besoin d'aller aux toilettes malgré le fait qu'elle portait soi-disant un fœtus de 7 mois qui appuyait sur sa vessie. La façon dont elle changeait de sujet chaque fois que je posais des questions précises sur ses soins prénataux. Pourquoi? Murmurai-je en baissant les mains. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça? Je ne sais pas, admit Bennett. L'attention, l'argent, cette douche n'était pas donnée, et elle disait que la plupart des choses étaient données. Qu'est-ce que ça veut dire? L'extravagance de l'événement se rejouait dans ma tête, le professionnalisme. Le traiteur, la décoration design, les cadeaux coûteux. L'action associative de Colette se concentrait sur la santé maternelle dans les communautés défavorisées. Y aurait-il un lien? J'ai besoin d'en être sûr, ai-je fini par dire. Bennett hocha la tête, remit la voiture en marche et conduisit. Moi aussi. Alors que nous reprenions l'autoroute, le doute s'est installé comme un brouillard, obscurcissant les certitudes sur lesquelles j'avais bâti ma vie. Je connaissais Colette depuis plus longtemps que quiconque en dehors de ma famille. Nous avions tout partagé. Les premières règles, les premiers baisers, l'angoisse de la fac, le trac du mariage. C'était la sœur que je n'ai jamais eue. Mais Colette avait toujours eu quelque chose de performatif, quelque chose qui nécessitait un public. Au lycée, ses chagrins d'amour étaient toujours publics, ses réussites toujours diffusées. Même sa demande en mariage, de la part d'Alaric, avait été minutieusement mise en scène pour un impact maximal sur les réseaux sociaux. Je n'arrête pas de penser à ce que sa mère a dit, pensa Bennett, interrompant mes pensées. Une bénédiction après un long silence. Qu'est-ce que le silence? Colette n'a jamais évoqué de problème de fertilité. Non, j'étais d'accord. Elle ne l'a jamais fait.
Mon téléphone, j'ai reçu un texto. Colette, tu me manques déjà. Mardi midi, Justice Girls. Tant de choses à te dire. J'ai scruté le message, le voyant avec un regard neuf. Tant de choses à me dire. Que n'avait-elle pas déjà dit à propos de cette grossesse? Le reste du trajet s'est déroulé dans un silence contemplatif. Lorsque nous sommes arrivés dans notre allée, le soleil se couchait, teintant le ciel de nuances orange et rose. Et maintenant, ai-je demandé tandis que Bennett coupait le moteur. Il s'est tourné vers moi, le visage grave dans la lumière déclinante. C'est à toi de jouer. C'est ton ami. J'ai hoché la tête lentement. J'ai besoin de découvrir la vérité. Quoi qu'il en soit, a-t-il acquiescé. Affrontons-la ensemble. Cette nuit-là, je suis resté éveillé longtemps après que Bennett se soit endormi. Mon esprit a rejoué chaque interaction avec Colette au cours des 7 derniers mois, à la recherche d'indices que j'aurais pu manquer. L'excitation dans sa voix lorsqu'elle a appelé pour m'annoncer la nouvelle. La façon dont elle avait décliné mon offre de l'accompagner à ses rendez-vous, les réponses vagues sur les dates d'accouchement et les recommandations des médecins. Au matin, j'avais fait une décision à prendre. J'avais besoin de voir par moi-même. Le lendemain de la douche, l'aube était claire et nette. Bennett était de garde matinale à l'hôpital, me laissant seul avec mes pensées tumultueuses. J'arpentais la cuisine, le café refroidissant dans ma tasse, ressassant ses accusations. Était-ce vrai? Ma meilleure amie, la personne en qui j'avais le plus confiance au monde après mon mari, se trompait-elle autant? J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler les photos récentes de Colette. Sur chacune, elle était radieuse, les mains caressant son ventre rond, un sourire éclatant. Mais en y regardant de plus près, j'ai remarqué des récurrences. Elle portait toujours des robes fluides ou des hauts trop grands. Elle se tenait toujours de biais, gardait toujours une certaine distance avec les autres. Avant de pouvoir me remettre en question, je lui ai envoyé un texto. J'ai laissé mon châle chez toi hier. D'accord, si je passe le chercher. Sa réponse est arrivée presque immédiatement. Désolé, je ne suis pas à la maison maintenant. Rendez-vous chez le médecin en ville. Murad est là, par contre. Elle peut te laisser entrer. Parfait. La sœur cadette de Colette était moins sur ses gardes, moins polie. Si quelqu'un devait faire une erreur et révéler quelque chose, ce serait Murad. J'ai attrapé mon sac à main et mes clés, fabriquant un châle bleu pâle que je retrouverai une fois sur place. Le trajet jusqu'à la maison de Colette m'a semblé plus long que d'habitude. Chaque borne kilométrique était un compte à rebours avant une confrontation à laquelle je n'étais pas sûr d'être prête. Colette et Alaric vivaient dans une maison victorienne rénovée en bordure de la ville. Un cadeau de mariage de ses parents qu'ils avaient passé des années à restaurer. En m'engageant dans l'allée, j'ai remarqué que la voiture d'Alaric avait également disparu. Seule la Civic cabossée de Murad était garée sous l'abri. J'ai frappé, le cœur battant la chamade comme s'il cherchait à s'échapper. Des pas se sont approchés et la porte s'est ouverte sur Murad, les cheveux tirés en un chignon décoiffé, vêtu d'un jogging et d'un des vieux t-shirts de fac de Colette. Sarah, sa surprise semblait sincère. Que fais-tu ici? J'ai laissé mon châle hier, ai-je expliqué en forçant un sourire. Colette a dit que tu me laisserais entrer pour le chercher. Oh. Murad, j'ai cligné des yeux, puis je me suis écarté. Bien sûr, entre. C'est probablement dans le salon, avec tout le matériel de douche. Je suis entré dans la maison, immédiatement frappé par la différence avec la veille. Sans la foule et les décorations, elle semblait vide, presque mise en scène. Désolé pour le désordre, a dit Murad en désignant un petit déjeuner à moitié mangé sur la table basse. Je ne m'attendais pas à avoir de la visite. Pas de blague. J'ai balayé la pièce du regard, faisant semblant de chercher mon champ inexistant. La douche était magnifique. Vous avez tous dû travailler si dur. Surtout l'organisatrice de l'événement. Murad a haussé les épaules. Colette avait des exigences très précises. J'en suis sûr. Je me suis dirigé vers la salle à manger où une bouteille de vin rouge était ouverte sur la table, à côté d'une assiette avec un demi-steak. Petit déjeuner tardif. Murad a rougi. Les Alaric d'hier soir. Steak et vin rouge. J'ai haussé un sourcil. Un peu lourd pour Colette ces temps-ci, non? Oh, pas du tout. Murad s'est arrêté, les yeux légèrement écarquillés. Je veux dire, elle avait autre chose.
Une grossesse en perspective. J'ai hoché la tête, classant le billet. Où est Colette aujourd'hui? Elle a mentionné un rendez-vous chez le médecin. Merad a remué, mal à l'aise. Ouais, elle est allée dans une clinique hors de la ville. Suivi spécial ou quelque chose comme ça. Sa voix a hésité sur les derniers mots. Tout va bien avec le bébé? J'ai insisté, observant attentivement sa réaction. Phoenix, tout va bien. La réponse est venue trop vite. Juste routine. Ça fait plaisir à entendre. Je me dirigeais vers l'escalier. Ça te dérange si je monte voir si j'ai mon châle? Peut-être qu'il a fini dans la chambre d'enfant. Je viens avec toi, dit Merad avec un peu trop d'empressement. La chambre était exactement comme hier, impeccable, intacte. Maintenant que je regardais avec un regard neuf, je remarquais ce que Bennett avait souligné. Aucune des boîtes n'était ouverte. Les éléments du berceau étaient encore emballés dans du plastique. Le matelas était toujours dans son emballage. Même les vêtements de bébé dans la commode avaient encore leurs étiquettes. On dirait une salle d'exposition, murmurai-je en passant mes doigts sur la table allongée. Clette veut que tout soit parfait avant d'ouvrir quoi que ce soit, expliqua Merad. Tu sais comment elle est. Je croyais que oui, dis-je doucement. Alors que Merad se tournait pour chercher mon châle dans le placard, je remarquai quelque chose derrière la table allongée. Un petit journal coincé comme s'il était tombé et avait été oublié. Quand Merad ne regardait pas, je le glissai dans mon sac à main. Pas ici, annonça Merad. Peut-être. En bas, dans le placard à manteau. Nous sommes redescendus et j'ai fait semblant de vérifier différents endroits. Je devrais y aller, ai-je finalement dit. Je l'ai probablement laissé dans la voiture, après tout. Je dirai à Colette que vous êtes passé, a proposé Merad en m'accompagnant jusqu'à la porte. Je vous en prie. Je me suis arrêté sur le seuil. Merad, tout va bien avec Colette? Elle semble différente ces derniers temps. Une lueur a traversé le visage de la jeune femme. La peur. Elle traverse une période difficile, a-t-elle dit prudemment. Mais elle ira bien. Elle va toujours bien. Si elle a besoin de quoi que ce soit, vous serez le premier informé, a conclu Merad. Mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. J'étais à mi-chemin de ma voiture lorsque j'ai entendu des voix sur le côté de la maison. Instinctivement, je me suis caché derrière un grand buisson d'hortensia. La voix de Colette, claire et aiguë, a résonné à travers la fenêtre ouverte de la cuisine. Je me fiche de ce qu'il pense. Ce sera fini quand le don sera terminé. Mon sang s'est glacé. Un don? Quel don? Je me suis approché furtivement, essayant d'entendre le reste de la conversation, mais Colette avait baissé la voix, je n'en distinguais que des bribes. Je ne reculais pas maintenant, et j'étais trop investi. Le bruit de pas sur le gravier m'a fait regagner précipitamment ma voiture. Je me suis glissé au volant juste au moment où Colette tournait au coin de la maison, le téléphone collé à l'oreille, le visage figé dans une expression que je n'avais jamais vue auparavant, froide et calculatrice. J'ai démarré le moteur et démarré, le cœur battant. Dans mon rétroviseur, j'ai vu Colette observer ma voiture, sa main libre, non pas sur son ventre, mais mollement à ses côtés. Une fois en sécurité dans la rue, je me suis arrêté et j'ai appelé Bennett. Tu as peut-être raison, ai-je dit lorsqu'il a répondu, la voix tremblante. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Que s'est-il passé? Son inquiétude était palpable, même au téléphone. Je suis allé chez elle, j'ai trouvé un journal intime, je l'ai entendu parler d'une collecte de dons, disant que ce serait terminé après. Bennett est resté silencieux un instant. Avez-vous vu des documents médicaux? Quelque chose de concret? Non, mais Merad avait un comportement bizarre, et il y avait du vin rouge et du steak sur la table. Et la chambre d'enfant? Rien n'a été ouvert, Bennett. Tout est encore dans son emballage. Gardez le journal intime, m'a-t-il conseillé. Nous pourrions en avoir besoin comme preuve. Preuve de quoi? Ai-je demandé, soudain effrayé par la réponse. Que pensez-vous qu'il se passe exactement ici? La voix de Bennett était sombre. Le meilleur scénario. Une sorte d'épisode délirant. Le pire, une fraude. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma voiture, les yeux fixés sur le journal intime de Colette sur mes genoux. L'ouvrir me semblait une trahison, mais ne pas l'ouvrir me donnait l'impression de permettre ce qui se passait.
J'ai pris une grande inspiration et j'ai tourné la page. Ma fille chérie, même si tu n'es pas encore dans mes bras, tu es déjà dans les miens. Cœur. Chaque jour où je t'attends me rapproche un peu plus de te serrer dans mes bras. Ils ne comprennent pas. Ils disent que c'est impossible. Que je devrais accepter la réalité. Mais les mères savent. Les mères savent toujours. Ta chambre est prête. Ta famille attend. Il ne nous manque plus que toi. Avec tout mon amour, ta mère. Le message datait d'il y a 3 ans. J'ai feuilleté d'autres pages, chacune étant une lettre à cette fille fantôme. Certaines étaient pleines d'espoir, d'autres de colère, d'autres de désespoir. La plus récente, datée d'il y a 2 semaines à peine, m'a fait froid dans le dos, ma fille miracle. Ils ont tous enfin accepté ta venue. Les dons affluent. Bientôt, nous aurons tout ce qu'il faut pour te ramener à la maison comme il se doit. Encore un peu de temps maintenant, et personne ne pourra plus t'éloigner de moi. À toi pour toujours, maman. Que s'était-il passé il y a 3 ans? Colette et Alaric n'étaient mariés que depuis quelques mois. Y avait-il eu une grossesse dont personne n'était au courant? Mon téléphone a vibré, avec un SMS de Colette. Je t'ai vu partir. As-tu retrouvé ton chat? Je me figeai, ne sachant pas quoi répondre. Avant que je puisse me décider, un autre texto arriva. Sarah, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose que je n'ai dit à personne. On peut se voir demain dans un endroit privé? J'ai gardé un secret trop longtemps, et tu es la seule à qui je confie la vérité. Je fixai l'écran, un mélange d'effroi et de justification m'envahissant. Quoi qu'il arrive à Colette, j'allais le découvrir. Les doigts tremblants, je répondis, bien sûr. Dites-moi l'heure et le lieu. Sa réponse fut immédiate. Le chalet au lac Morrison. Midi il vient seul. Le chalet. Sa résidence d'été familiale, isolée et privée. L'endroit idéal pour une confession ou une confrontation. J'ai redémarré la voiture, le journal de Colette bien au chaud dans mon sac à main, et je suis rentré chez moi, le poids de 20 ans d'amitié pesant sur moi. Quand je suis arrivé dans l'allée, j'avais pris ma décision. Je retrouverai Colette demain, je l'écouterai, puis je déciderai de la marche à suivre. Bennett m'attendait dans la cuisine, encore en tenue d'hôpital. Un seul regard sur mon visage lui a tout dit. Tu as trouvé quelque chose, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Beaucoup de choses. Je me suis affalé sur une chaise à la table de la cuisine. Et demain, je découvrirai la suite. Je lui ai montré le journal, j'ai vu son expression s'assombrir à mesure qu'il lisait. Quand il a eu fini, il l'a refermé soigneusement et l'a déposé entre nous comme une bombe qui pourrait exploser. Quoi que tu fasses demain, a-t-il dit doucement, fais attention. Si elle vit dans ce délire depuis 3 ans, c'est toujours Colette, ai-je insisté, même si je ne savais plus trop ce que cela signifiait. Elle est toujours mon amie. Bennett a tendu la main par-dessus la table et m'a prise. Les gens qui se noient entraînent tous ceux qui tentent de les sauver, a-t-il dit. Souviens-toi de ça. Cette nuit-là, j'ai laissé un message vocal à Bennett avant de sombrer dans un sommeil agité. Je pense que tu as raison sur tout. J'ai peur de ce que je découvrirai demain. Dans mes rêves, je me tenais dans la chambre d'enfant parfaite de Colette, la regardant bercer une couverture vide, chantant des berceuses à personne. Le trajet jusqu'au lac Morrison a duré 40 minutes, chaque kilomètre augmentant mon anxiété. J'avais à peine dormi, ruminant toutes les possibilités jusqu'à l'aube. Bennett avait proposé de m'accompagner, mais c'était une chose que je devais affronter seul. Quoi qu'il en soit, le lac était paisible sous le soleil de fin de printemps, sa surface ondulait de douces vagues. Le chalet de la famille Whitman était niché au milieu de grands pins sur la rivaie, son bois patiné et sa cheminée en pierre rappelant mes souvenirs d'enfance. Colette et moi y avions passé d'innombrables journées d'été, à nager, à bavarder, à rêver de notre avenir. En remontant l'allée de gravier, j'ai aperçu le SUV blanc de Colette garé sous l'abri voiture. Mon estomac s'est noué. Impossible de faire marche arrière. Je me suis approché lentement du chalet, scrutant des détails que j'avais manqués lors de mes précédentes visites. La balancelle, où nous avions partagé des secrets, semblait maintenant abandonnée, ses chaînes rouillées. Les pots de fleurs étaient vides. Le paillasson d'accueil était méconnaissable. Avant que je puisse frapper, la porte s'ouvrit. Colette se tenait là, vêtue d'une simple robe d'été blanche. Pas de ventre rond, pas d'éclat de grossesse,
juste Colette, le visage démaquillé, les yeux bleus cerclés de rouge. Tu sais, dit-elle simplement. Sans poser de questions. J'ai hoché la tête, incapable de trouver les mots. Elle a reculé, me faisant signe d'entrer. J'aurais dû me douter que Bennett le comprendrait. Les médecins remarquent certaines choses. L'intérieur du chalet était sombre, des rayons de soleil traversant les stores à moitié fermés. Colette s'installa sur le canapé en cuir usé et s'assit, repliant ses jambes sous elle comme à l'université. « Tu me détestes » demanda-t-elle d'une voix faible. Je suis restée debout, incertaine du scénario de ce moment. « Je ne te déteste pas. C'est juste que je ne comprends pas », elle rit d'un rire cassant. « On est deux. » Je la regardais verser l'eau d'un tableau posé sur la table basse, les mains fermes. Pas de vin aujourd'hui. Pas de spectacle. Je ne mentais pas toujours, commença-t-elle en fixant son verre. Il y a 1 an, j'étais enceinte pour de bon. J'en ai eu le souffle coupé. Quoi? 8 semaines. On n'en avait encore parlé à personne. On attendait la fin du premier trimestre. Sa voix était neutre, sans émotion. J'ai peur un mardi. Tout Alaric était à Londres pour le travail. J'étais seul. Colette. Je m'approchai d'elle. L'instinct l'emporta sur la prudence. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Parce que vous veniez d'annoncer votre promotion au Counseling Center. Tout le monde était si fier de vous. Elle haussa les épaules. Je ne voulais pas voler votre moment. La culpabilité familière s'est tordue dans mon intestin. La poussée constante de notre amitié où ses besoins et les miens ont perpétuellement rivalisé pour l'oxygène. Après la fausse couche, je me suis effondré, a-t-elle poursuivi. Mais secrètement, personne ne savait sauf Alaric et mon médecin. Je me suis assis à côté d'elle, laissant de l'espace entre nous. Et puis j'ai cessé de l'accepter. J'ai commencé à parler au bébé comme si elle était toujours là en achetant des choses, en planifiant. Les mains de Colette flottèrent vers son estomac toujours plat. Alaric était inquiet, mais il l'a accepté au début. Il pensait que c'était du chagrin. Quand est-ce devenu cela? Je me faisais vaguement de façon vague à la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Elle soupira. Il y a 3 mois. J'étais censé parler lors d'une collecte de fonds pour la santé maternelle pour mon organisme à but non lucratif, vous savez, mais j'ai eu une crise de panique avant de monter sur scène. Ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas penser. Je me souviens que vous aviez dit que vous aviez une intoxication alimentaire. Un autre mensonge. Elle sourit tristement. Tous m'ont trouvé hyperventilant dans la salle de bain. Je n'arrêtais pas de dire que je ne pouvais pas les affronter. Je ne pouvais pas leur dire que j'avais échoué. Et puis il a dit, et si tu n'as pas eu à le faire? Mon sang a couru froid. Il vous a suggéré de simuler la grossesse. Pas exactement. Il a suggéré que je pouvais dire que j'étais nouvellement enceinte juste pour passer à travers l'événement. Nous annoncions une perte plus tard après avoir eu le temps de traiter en privé. Les yeux de Colette ont rencontré le mien au low, mais c'était si bien, Sarah. Les félicitations, l'attention, la façon dont les gens m'ont regardé comme si j'étais à nouveau spécial. Alors tu as continué. Il a fait boule de neige. Un événement est devenu un autre. Une petite bosse est devenue une plus grande. Et puis le don a commencé à arriver. J'ai froncé les sourcils. Don. Colette se tenait brusquement, se déplaçant vers un bureau dans le coin. Elle est revenue avec un dossier plein de papiers. Ici, a-t-elle dit, les étalant sur la table basse. Voyez par vous-même. Les documents montrent des dons, substantiels, de diverses entreprises et particuliers, tous à l'organisation à but non lucratif de Colette, les nouveaux débuts maternels. La fondation est réelle, a-t-elle expliqué. Le travail que nous faisons est réel. Nous fournissons des soins prénatals aux femmes dans les communautés mal desservies. Ce qui n'est pas réel est-elle en train de vous emporter? J'ai fini ta grossesse. Elle hocha la tête, les yeux abattus. Je ne comprends pas. Pourquoi votre grossesse affecterait-elle des dons à votre organisme sans but lucratif? À cause de qui sont les donateurs? Colette a parcouru les papiers, retirant plusieurs vérifications avec des noms familiers. La Grave Foundation, le Williams Trust, Hampton Healthcare Service. Ils ont tous une chose en commun. Je scannais les noms. Reconnaissance de la reconnaissance.
Ils ont tous perdu des enfants ou des petits-enfants ou des frères et sœurs. Ils font un don aux soins de santé maternelle en raison de la tragédie personnelle. La voix de Colette durcit légèrement et ils me connectent avec moi parce qu'ils pensent que je comprends leur peur. La peur de perdre un enfant. Le calcul de tout cela m'a stupéfait. La baby shower était donc essentiellement une collecte de fonds. Chaque cadeau, chaque décoration, tous donnés par des entreprises qui soutiennent les nouveaux débuts. Ils obtiennent des écrits d'impôts et de la publicité. Nous obtenons des fournitures pour nos cliniques. Mon esprit a couru pour traiter ces informations. C'était manipulateur, certainement trompeur, absolument, mais criminel. Je n'étais pas sûr. Colette, c'est mon téléphone bourdonné dans ma poche. Un texte de Bennett. L'obstétricien vient de m'envoyer un email. Il dit qu'il a déposé un rapport de fraude. Mon cœur coulait. J'ai levé les yeux vers Colette, qui me regardait attentivement. Mauvaise nouvelle ? Elle a demandé. J'ai hésité, puis j'ai tourné l'écran de mon téléphone vers elle. Elle a lu le message, son visage drainant de couleur. Qui d'autre sait ? Demandai-je tranquillement. Juste Alaric et mes radations. Elle a compris le mois dernier. Le sang-froid de Colette a craqué. Sarah, je ne peux pas aller en prison. La fondation s'effondrera. Toutes ces femmes que nous aidons, elles n'auront rien. Vous auriez dû y penser avant de commencer cette performance. Je sais. Des larmes ont renversé ses joues. Je sais que c'était mal, mais je vais faire les choses correctement. Une fois que le don final de Graf s'est efforcé, c'est pour une nouvelle machine à ultrasons pour une unité mobile. Je vais annoncer que j'ai perdu le bébé. Il y aura de la sympathie, pas des soupçons. Personne ne le remettra en question. La froideur de sa planification m'a refroidi. Ce n'était pas du chagrin ou de l'illusion qui parle. C'était un calcul. Et qu'en est-il de toutes les personnes qui se soucient de vous ? Qui s'est inquiété pour vous, a acheté pour vous, a planifié pour vous ? Et leurs sentiments ? Ils vont récupérer, a-t-elle dit dédain. Les gens le font toujours. Je ne suis pas sûr que je le ferai, a-je admis. Quelque chose a changé dans l'expression de Colette. Un éclair de la fille avec qui j'ai grandi, vulnérable et réel. J'ai besoin de toi, Sarah. Vous êtes la seule personne qui ne m'abandonnera pas à ce sujet. Le seul à comprendre. Le poids de 20 ans d'amitié s'est appuyé sur moi. Les pyjamas, les diplômés, les mariages, les secrets ont partagé et les promesses faites. Les moments où elle était là pour moi et les moments qu'elle n'avait pas. J'y penserai, dis-je finalement, rassemblant mon sac à main. Mais Colette, cela doit s'arrêter aujourd'hui. Elle hocha la tête, désespoir dans ses yeux. Tout ce que vous voulez, ne dites à personne d'autre, s'il vous plaît. Alors que je m'éloignais, la cabine s'interrompit dans mon rétroviseur, je me sentais creux. La Colette que je pensais savoir avait disparu, remplacée par quelqu'un que je reconnaissais à peine. Sur l'autoroute, mon téléphone a sonné à travers les haut-parleurs de la voiture. Bennett, tu avais raison, dis-je avant de pouvoir parler de tout. Ça va ? Sa préoccupation a réchauffé le froid qui s'était installé dans ma poitrine. Non, j'ai admis. Je ne suis vraiment pas rentré à la maison, a-t-il dit doucement. Nous allons comprendre cela ensemble. Mais pendant que je conduisais, une question lancinante a persisté. Quelque chose sur le don de Graf que Colette avait mentionné. Le nom était familier au-delà de le voir sur la liste des donateurs. J'ai pris la prochaine sortie et j'ai tiré dans un parking de café, cherchant mes contacts téléphoniques. Counseling travaille avec des parents en deuil. Édouard pour un garçon, Edwino pour une fille. Mémorial pour lui depuis le père du bébé, quel était son nom ? Tout Alaric l'avait accepté. Cela ne faisait pas que truquer une grossesse. Ce n'était pas seulement des donateurs trompeurs. C'était une manipulation émotionnelle stratégique des familles endeuillées. Et soudain, je savais que je ne pouvais plus protéger Colette. Le poste est apparu sur un forum communautaire local 3 jours plus tard. Alerte de fraude. Directeur local à but non lucratif truquant la grossesse pour obtenir des dons. Je ne l'ai pas écrit. Bennett non plus, mais les dégâts ont été causés. En quelques heures, l'histoire s'est répandue dans notre petite ville comme des incendies de forêt. Des captures d'écran du poste diffusées sur les réseaux sociaux. Les nouvelles locales l'ont récupéré.
Le téléphone de Colette est allé directement à la messagerie vocale. Alaric a supprimé ses comptes. Bennett a été appelé pour parler avec l'administration de l'hôpital, tout comme le docteur Harmon. L'obstétricien qui avait été à la baby shower. Les deux ont été invités à fournir des déclarations sur ce qu'ils avaient observé. Je n'ai rien dit de spécifique. Bennett m'a assuré ce soir-là, desserrant sa cravate alors qu'il s'effondrait sur notre canapé. Je viens de confirmer qu'en tant que professionnel de la santé, j'avais des inquiétudes concernant l'authenticité de son état. C'est un cauchemar, murmurai-je, faisant défiler les commentaires sans fin en ligne. Les gens que nous connaissons depuis des années exprimaient un choc, un dégoût, une colère. Certains ont défendu Colette, suggérant une maladie mentale. D'autres ont appelé à des accusations criminelles. Comment cela est-il sorti? Demanda Bennett. Vous n'avez dit à personne d'autre que moi, non? Et Madame Grave, a-je admis, mais elle n'aurait pas publié cela. Elle était horrifiée, gênée. Quelqu'un d'autre à la douche doit avoir eu des soupçons. Ou peut-être que c'était de la méradation. Qui que ce soit, le résultat était le même. Le monde soigneusement construit de Colette implosait, et je le regardais se produire à distance. La lettre est arrivée le lendemain, livrée à notre boîte aux lettres. J'ai immédiatement reconnu l'élégante écriture de Colette. Sarah, je sais ce que tu as fait. Je vous ai fait confiance avec ma vérité, et vous m'avez trahi, comme tout le monde finit par le faire. Ne vous donnez pas la peine de le nier. Tu étais toujours jaloux de ma vie, de mon mariage, de mon succès. Toi faites semblant d'être favorable, mais au fond, vous attendiez que j'échoue. Eh bien, félicitations. Vous avez détruit tout ce que j'ai construit. J'espère que vous êtes satisfait, Colette. Pas d'excuses, aucune reconnaissance de sa tromperie. Blâmé, se déplaça carrément sur mes épaules. J'ai froissé la lettre, un souvenir faisant surface de notre première année de lycée. Colette s'évanouit considérablement dans la cafétéria après que son petit ami ait rompu avec elle. Le chaos qui a suivi, l'ambulance a appelé la semaine de l'attention concernée qui a suivi, et plus tard sa confession pour moi. J'avais juste besoin de tout le monde pour voir à quel point il m'a blessé. Je l'avais excusé alors. J'avais excusé tellement de choses au fil des ans. Les vêtements empruntés ne sont jamais revenus. Le petit ami avec qui elle avait flirté. Les plans ont bouclé lorsque de meilleures options sont arrivées. Toujours avec ce même sourire charmant qui a rendu impossible de rester en colère. La sonnette a sonné, me surprenant de mes pensées. Sierra se tenait sur notre porche, son style bohème artistique remplacé par un jean et un simple t-shirt. Elle avait l'air épuisée. Puis-je viens et elle, a-t-elle demandé, sa voix petite. Je hochai la tête, la conduisant à la cuisine où je nous ai versé des deux. Oh, Sierra, you know, Bushy's always paid me back before, and she was so excited about making everything perfect for the baby. Sierra's eyes filled with tears. There is no baby, is there? No, he confirmed gently. There isn't. Was there ever? A year ago, she miscarried early. Sierra absorbed this, nodding slowly. That make more sense than whatever this is. Did she approach anyone else for money? Opel? Maybe. They had lunch a few weeks ago. Colette était assez concentrée sur elle par la suite. Prêt, c'était pire que je ne l'imaginais. Après le départ de Sierra, j'ai fait exactement cela. Opel a répondu sur la première bague, sa voix thérapeute en plein effet. Je m'attendais à son appel, a-t-elle dit. Vous voulez aussi savoir si elle m'a demandé de l'argent aussi. Est-ce qu'elle? Pas directement. Mais elle a beaucoup parlé du travail de sa fondation, de la façon dont ils avaient besoin d'une composante de santé mentale, à quel point je serais parfait pour consulter. Opel sighed, j'ai proposé de porter mon temps. Elle semblait déçue. Vous l'avez vu. Danger professionnel. Je remarque quand quelqu'un joue plutôt que d'être. Opel s'arrêta. À mon avis professionnel, Sarah Colette montre des traits cohérents avec le syndrome de Munchausen. N'est-ce pas lorsque les gens font des maladies pour l'attention? Oui, mais dans ce cas, c'est presque comme Munchausen par procuration, sauf que la procuration est sa propre identité en tant que mère. Elle a créé un récit où elle obtient de la sympathie, de l'attention et maintenant un gain financier. Tous centrés sur une grossesse qui n'existe pas. J'ai fermé les yeux, dépassé. Que arrive-t-il à quelqu'un comme ça?
Sans intervention, les mensonges devenir plus grands. Les enjeux augmentent. Et finalement, tout s'effondre. La voix d'Opel s'adoucit. Quelqu'un a-t-il entendu parler d'elle? Pas depuis que l'histoire s'est cassée. Elle m'a envoyé une lettre me blâmant pour tout. Déflexion classique. Elle ne peut pas faire face à sa propre culpabilité. Après avoir raccroché, je me suis assis en silence, le traitement. Mon téléphone a de nouveau bourdonné. Gage, le frère de Colette. Sarah. Sa voix était en lambeaux quand j'ai répondu. Avez-vous entendu Colette? Non. Avez-vous? Pas depuis hier. Elle m'a appelé en pleurant. Je ne pouvais pas en comprendre la plupart. Mais il s'arrêta, se rassemblant. Je savais que quelque chose n'allait pas. Pendant des mois, je le savais, mais je n'avais pas de preuves et maman et papa n'écoutaient pas. Ce n'est pas de ta faute, Gage. N'est-ce pas? C'est ma sœur. J'aurais dû pousser plus fort. Sa voix s'est brisée. La police est maintenant impliquée. Quelqu'un a déposé des accusations de fraude. Mon estomac a déjà chuté. Plusieurs donateurs. Apparemment. Et Sarah, elle est partie. A nettoyé ses comptes ce matin et a disparu. Moi serré le téléphone plus serré. Et tout à Laric? Il dit qu'elle l'a quitté aussi, mais il semble plus en colère qu'inquiétude, ce qui me dit tout ce que je dois savoir sur leur mariage. Après avoir raccroché, j'ai appelé Bennett à l'hôpital. Colette manque, dis-je sans préambule. Sa voix est allée bas. Sérieux. Manquant comment? Disparu. Compte vidé. Personne n'a entendu parler d'elle. Une longue pause. Elle pourrait venir à vous, dit-il finalement. Pourquoi le ferait-elle? Elle me blâme de l'avoir exposée. Parce que tu es sa constante, son filet de sécurité émotionnelle. Même quand elle vous repousse, elle vous rapproche vraiment. Les paroles de Bennett m'ont hanté à mesure que la soirée tombait. J'ai rythmé notre maison, sautant sur chaque son, regardant par les fenêtres au moindre mouvement. La pluie a commencé autour de 9 ans, un doux crépuscule qui est devenu une averse à minuit. Bennett avait été appelé pour une intervention chirurgicale d'urgence, me laissant seul avec mes pensées et mes peurs. J'ai juste décidé d'essayer de dormir quand un coup doux est venu à la porte. J'ai gelé écoute. Il est revenu, pas exigeant, à peine audible au-dessus de la pluie. Je me suis approché prudemment, en regardant à travers le coup de pied. Colette se tenait sur notre porche, trempée sur la peau, les cheveux collés sur son visage. Pas de maquillage, pas de vêtements de créateur, juste Colette, cassée et dégoulinant sur notre tapis de bienvenue. J'ai ouvert la porte. Elle ne parlait pas, ne bougeait pas, me regarda juste avec des yeux vides. Puis, comme une marionnette avec des cordes coupées, elle s'est effondrée dans mes bras. Son corps était petit, fragile alors que je la rattrapais. Pour une femme qui dépeignait une grossesse de 7 mois, elle semblait avoir gaspillé presque rien. Je pouvais sentir ses côtes à travers sa chemise en sauphon alors que je la portais à moitié à l'intérieur. Je l'ai installée sur le canapé, l'enroulant dans une couverture de lancer. Elle regarda tout droit, insensible. J'ai fait du thé qu'elle ne buvait pas, j'ai posé des questions auxquelles elle n'avait pas répondu. Enfin, je me suis assis à côté d'elle en silence, en regardant la pluie se déplacer dans nos fenêtres. Après ce qui ressemblait à des heures, elle en a parlé en phrases, à peine un murmure. Dites-moi quoi faire. Je vais le faire. Je l'ai regardé, cet étranger portant le visage de mon meilleur ami et je ne ressentais que l'épuisement. Bennett nous a trouvés comme ça quand il est rentré chez lui à l'aube. Colette s'enroula dans une balle sur notre canapé, moi assis de la veille dans le fauteuil en face d'elle. Un regard sur son visage m'a dit qu'il avait entendu les nouvelles. Ils ont émis un mandat, a-t-il dit tranquillement, me conduisant dans la cuisine. Fraude. Compte multiple. La fondation grave porte des accusations. J'ai jeté un coup d'œil à la forme de sommeil de Colette. Elle n'a plus rien. Pas d'argent, pas de maison, pas de réputation. Ce n'est pas notre problème. La voix de Bennett était ferme mais pas méchante. Sarah, elle a manipulé des familles en deuil. Elle a profité de la douleur des gens. Elle a volé de l'argent sous de faux prétextes. Je sais qu'elle doit faire face à des conséquences et une aide professionnelle. Je le sais aussi, Bennett a soupiré, passant une main à travers ses cheveux. Elle ne peut pas rester ici.
je le sais aussi en passant par Bennett. J'ai hoché la tête, incapable de discuter. Il avait raison. Héberger Colette maintenant nous rendrait complices de ce qui est venu ensuite. Après son départ pour son quart de travail, j'ai fait du café et du toast, mettant une assiette devant Colette, qui avait finalement remué. Bennett veut que tu sois parti à midi, dis-je, ne prenant pas la peine d'adoucir le coup. Elle hocha la tête, ramassant le toast sans le manger. Où vais-je aller? Vous pourriez vous rendre. Commencez à prendre des responsabilités. Un rire amer lui a échappé. Ils me mettront en prison. Peut-être, peut-être pas. Mais la course ne fera qu'aggraver les choses. Elle m'a regardé, une étincelle de la vieille Colette dans les yeux. Un producteur de documentaire m'a appelé hier. Problème flagellation. Cela vous fait vous sentir mieux de m'abandonner quand j'ai le plus besoin de vous? Ce n'est pas pour moi. Il y a toujours été à propos de vous. Sa voix se leva, la couleur inondant ses joues pâles. Perfecte Sarah avec son mari parfait et sa carrière parfaite et sa boussole morale parfaite. Jamais une erreur. Jamais un faux pas. Avez-vous une idée de ce que c'est que de vous tenir dans votre ombre année après année? J'ai fait beaucoup d'erreurs, dis-je tranquillement. Y compris laisser cette amitié devenir si déséquilibrée que vous pensez que vous pouvez me manipuler comme vous faites tout le monde. Je ne t'ai jamais manipulé, n'est-ce pas? La crise de la fin de la nuit appelle les urgences qui semblaient toujours se produire lorsque j'avais quelque chose d'important, le besoin constant de rassurance et de validation. Elle tressaillit comme si je l'avais frappée. C'est ce que font les amis. Ils se présentent l'un pour l'autre. Amis, pas de vampires émotionnels. Nous nous sommes regardés à travers la table de la cuisine. 20 ans d'amitié s'étendant entre nous comme un gouffre. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, chuchota-t-elle enfin. Je ne peux pas dire où la ligne est plus, entre ce qui est réel et la performance. Je sais, dis-je, adoucissant malgré moi. C'est pourquoi vous avez besoin d'aide, Colette. Aide réelle. Elle était silencieuse pendant un long moment. Ensuite, je voulais juste être à nouveau spécial. Avant de pouvoir répondre, un coup pointu est venu à la porte. À travers la fenêtre, je pouvais voir un croiseur de police dans notre allée. Les yeux de Colette s'écarquillèrent de panique. Elle boucle de sa chaise en direction de la porte arrière. Je lui ai attrapé le bras. Je ne le fais pas, j'ai plaidé. Ce ne sera pire que si vous courez. Laisse-moi partir. Elle se tordit dans mon emprise, désespérée. Sarah, s'il vous plaît. Je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas. À ce moment-là, j'ai dû choisir l'ami que je connaissais pour toujours, ou la vérité que je ne pouvais pas ignorer. La loyauté qui avait défini la majeure partie de ma vie, ou la clarté morale qui avait émergé de ses cendres. Je vais parler pour toi, dis-je finalement, libérant son bras. Je leur dirai que vous êtes venu ici volontairement, que vous êtes coopératif. Cela pourrait t'aider. Elle s'est affaissée contre le mur, vaincue. Tu penses vraiment que je suis un monstre, n'est-ce pas? Non, j'ai secoué la tête. Je pense que tu es perdu et je ne peux plus te trouver. Les heures suivantes sont passées dans une promesse floue. Les semaines ont été tournées vers l'approbation. Calculée, elle avait ciblé des donateurs spécifiques ou les entrées du journal qui suggèrent que la tromperie avait été planifiée plutôt qu'impulsive. L'appellerait parjure par omission. Je l'ai appelé le dernier acte d'amitié que je pourrais offrir. 6 mois après la baby shower qui avait tout commencé, une lettre est arrivée de l'établissement psychiatrique où Colette recevait des soins aux patients hospitalisés. Sarah, ils me disent qu'écrire cela fait partie de mon rétablissement. Reconnaissant le mal que j'ai causé. Accepter la responsabilité, exprimer de véritables remords plutôt que des excuses performatives. Je ne suis pas sûr de connaître la différence. Je ne suis pas sûr de savoir qui je suis quand personne ne regarde. Mais je le sais. Tu m'as sauvé pour moi. Pas comme un ami, en détournant les yeux, en faisant des excuses. La façon dont une sœur serait dure vérité et un amour plus dur. Je ne m'attends pas à la pardon. Je ne m'attends même pas à une réponse. Mais j'avais besoin que vous sachiez que dans l'épave de tout ce que j'ai détruit, il y a une chose que je comprends enfin. La différence entre être vu et être connu, Colette. J'ai plié la lettre et l'ai placée dans une boîte à mémoire dans notre placard aux côtés de photos de notre enfance, des bracelets d'amitié et un morceau du bleu pâle châle que j'avais inventé comme excuse pour enquêter sur sa maison. Ensuite, j'ai conduit au lieu de baby shower,
une grange convertie maintenant vide et silencieuse à la lumière d'automne. Je me suis assis seul sur les marches, en regardant les feuilles en spirale des arbres voisins, en pensant à toutes les choses invisibles que nous choisissons de ne pas voir dans ceux que nous aimons. Elle m'a appris que certains mensonges sont racontés par amour, mais d'autres sont informés parce que quelqu'un aimait l'attention plus que la vérité. Avez-vous déjà ignoré les panneaux d'avertissement dans une amitié, choisir des mensonges confortables plutôt que des vérités douloureuses? Si cette histoire a résonné avec vous, appuyez sur le bouton like et abonnez-vous à plus de comptes qui explorent le côté sombre des relations que nous pensons que nous